Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 32. Des révélations ambivalentes. Des attitudes déconcertantes. La France, elle aussi, aurait son organisation sécuritaire, appelée les Hommes en Noir, tout comme The Man in Black, en Amérique. Elle aurait également pour mission de désinformer et de contrôler. Selon des informations qui seraient parvenues à filtrer, ces hommes de main se montreraient particulièrement intransigeants, convaincants et expéditifs si nécessaire, sur quelque divulgation que ce soit, concernant une existence extraterrestre sur le sol français. Leur présence, auprès des témoins ayant raconté leurs mésaventures, fait souvent référence à un état particulier de leurs facultés. Dès l'apparition, apparemment irrationnelle de ces agents singuliers, il s'ensuivrait un état de conscience altéré, d'une sorte de dissociation avec le lieu de l'événement. Des perceptions sensorielles exceptionnelles seraient efficientes. Ces rencontres affecteraient les personnes au point d'accepter les consignes transmises par ces individus, à l'attitude si surprenante. Leurs directives seraient parfois transmises par discours télépathiques. Tous les présidents des USA, depuis la fin de la Seconde Guerre, auraient été informés de l'existence d'une coopération avec des IT, pour des recherches technologiques très poussées, à des degrés divers. Ils n'auraient cependant jamais eu accès au Umbra Ultra Top Secret Clearance, ou du Keystone Clearance, du groupe MJ12. Des groupes britanniques appelés M15, M16 et Special Air Service s'occuperaient également de recherches en coopération avec des extraterrestres. Par ailleurs, il est important de savoir que la NASA est un organisme militaire. Aussi, toutes les informations diffusées par cet organisme sont placées sous le secret défense des USA. Cette organisation serait également en contact direct avec différentes formes de extraterrestrial biological entity. Y aurait-il un rapport de cause à effet entre ces organismes et les hommes en noir? Notre planète semblerait faire partie d'un ensemble de plusieurs dizaines de planètes. Les hommes en noir pourraient avoir reçu pour mission essentielle de surveiller les actions des uns et des autres, parmi les humains, mais aussi parmi les extraterrestres présents.
Les valeurs de bien et de mal pourraient prêter à des interprétations bien différentes que celles que nous répertorions habituellement. Ces gardiens minoritaires conserveraient leur pouvoir d'action par le maintien des humains dans l'ignorance de leur existence et de l'existence des groupes dits officiants. Conserver les humains dans l'ignorance ne concernerait, en fait, que les populations. Tous les hauts dignitaires représentatifs de notre humanité seraient, en réalité, parfaitement informés des accords de principe passés avec des entités IT. Les hommes en noir, anglais, Man in Black, abrégé en MIB, sont un terme désignant un groupe de personnages dont le but serait d'empêcher l'humanité, ou du moins le grand public, d'accéder à des connaissances de provenance extraterrestre. Ils se présenteraient le plus souvent comme des agents travaillant pour le gouvernement fédéral américain et s'habilleraient en noir ou en gris. Ces individus, parfois féminins, se présentent seuls ou en groupe, le plus souvent en trio, au domicile d'un témoin d'événements extraterrestres après un délai qui peut varier d'un jour à plusieurs mois. Le témoin les interprète tantôt comme des agents du gouvernement, chargés d'étouffer l'affaire, tantôt comme des créatures non humaines, extraterrestres ou humanoïdes, aux objectifs mystérieux. Quelle que soit leur date d'apparition, ils sont souvent vêtus de costumes sombres ou gris, en général dans le style des années d'après-guerre, comme d'ailleurs leur voiture, lorsqu'ils en ont une, en décalage avec le moment géographique ou climatique. Leur présence récurrente dans les récits de personnes prétendant avoir vu un ovni ou d'avoir rencontré un extraterrestre a poussé les ufologues américains à leur attribuer le nom collectif de « Man in Black ». Les gouvernants utiliseraient-ils cette stratégie, MIB, pour semer la confusion et décrédibiliser les témoignages? S'agirait-il réellement de moyens de pression, exercés sciemment? Tous les témoins qui disent avoir rencontré ces individus si surprenants paraissent complètement convaincus d'avoir vécu un moment très particulier de leur vie. La plupart d'entre eux auraient suivi les injonctions imposées et auraient été convaincus qu'ils étaient étroitement surveillés. Il convient aussi de comprendre que beaucoup trop de pièces du puzzle de notre univers physique nous manquent. En raison de cela, nous ne sommes pas en mesure de comprendre ni le niveau phénoménal des connaissances acquises par ces visiteurs ni leur degré d'évolution. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de confier les clés d'une voiture à un singe pour qu'il puisse se déplacer. Les Man in Black auraient-ils la même attitude à notre égard? Après que des alliances cosmiques aient été passées entre des gouvernements et des IT et qu'une coopération très étroite ait été organisée entre les Russes et les Américains pendant plus de 50 ans. Une réelle suspicion à l'égard de certains IT se serait instaurée. Il se serait rapidement avéré que certaines de ces créatures n'aimaient pas les humains. Ils ne manifestaient pas volontairement ni de la méchanceté ni de l'hostilité à l'égard des humains. Cependant, il apparaissait évident qu'ils n'avaient aucun état d'âme à ce que les humains disparaissent ou non. Ils se seraient montrés totalement indifférents à notre sort. D'autres entités cosmiques auraient, au contraire, manifesté de la préoccupation à l'égard des humains lorsqu'ils contactaient de hauts responsables. Cela désirait manifestement que nous survivions. Ces hommes en noir restent cependant une énigme. Aux États-Unis, ils seraient contrôlés par la CIA, en Russie par le KGB. Et en France. Certains, IT, nous auraient déjà fait profiter de beaucoup de technologies, dans de nombreux domaines. Ils considéreraient que les humains sont dotés de grandes qualités comme l'imagination et la créativité. Cependant, ils souhaiteraient accélérer notre évolution spirituelle. La majeure partie de nos visiteurs seraient de simples touristes. Notre planète, qu'ils évaluent comme primitive, serait une référence touristique. Des extraterrestres, les Nordiques, seraient invisibles parmi nous, parce qu'ils seraient dotés d'une morphologie à peu près équivalente à la nôtre. Toutefois, leur code génétique serait différent des nôtres. Ils maîtriseraient des facultés particulières qui leur permettraient d'habiter une dimension supérieure de connaissance par rapport à celle des humains. Ils emploieraient des formes de pensée qu'ils utiliseraient pour les transformer en énergie. La dissimulation de la vérité et les mensonges constamment perpétrés
concernant les ovnis et leurs occupants extraterrestres, la dissimulation des travaux d'ingénierie et de rétro-ingénierie avec des entités étrangères à notre planète, sont des actes de très haute trahison et de crimes contre l'humanité de notre planète. Les habitants autochtones de notre planète doivent rester libres, informés et souverains du niveau de connaissance de ces élites. Le MJ12 est une organisation ultra-secrète du 38e degré d'habilitation. Cela signifie que les présidents des États-Unis, tous mis au courant de l'existence d'entités IT venant nous visiter, n'ont accès qu'au premier degré de ces habilitations. C'est-à-dire qu'ils savent que les soucoupes volantes existent, qu'il y en a eu de récupérées, que les responsables essaient d'acquérir leur technologie. Mais il y a bien d'autres éléments qui ne sont connus que par une vingtaine de personnes. Nul ne doit pouvoir être en mesure de décider de leur sort, à leur place. L'intervention extraterrestre identifiée est un fait indéniable et l'ensemble de l'humanité terrestre doit le savoir. Les États-Unis, avec la mise au point d'un moteur à générateur magnéto-hydrodynamique pariétal, auraient plusieurs décennies d'avance sur l'ensemble de l'Europe et de nombreux autres pays. Toutefois, la Chine et la Russie pourraient avoir obtenu des avancées technologiques similaires. Un champ électromagnétique créé par un générateur magnéto-hydrodynamique en gamme micro-ondes permettrait les déplacements du vaisseau spatial sphérique par rotation inversée des éléments le composant. Le système gémellaire de transfert, permettant une navigation interstellaire, serait basé par l'amplification d'un champ électromagnétique, par une résonance magnétique de l'enveloppe gazeuse externe au vaisseau, aboutissant à une inversion de masse et de changement de repère tridimensionnel. Une cabine de pilotage, servant d'habitacle, permettrait le contrôle du système propulsif. Cette cabine serait protégée des courants alternatifs émetteurs et des champs magnétiques hyperfréquents en micro-ondes. À l'évidence, un champ quelconque entoure les soucoupes volantes, ce qui assurerait leur propulsion, en produisant une gravité différentielle. La création d'un différentiel de champ temporel serait nécessaire à leur déplacement. Des combinaisons de champs seraient fréquentes. Il est alors plus facile de comprendre que des témoins aient pu être irradiés accidentellement lors de rencontres rapprochées avec des ovnis. De telles technologies pourraient aussi aboutir à expliquer comment les IT parviendraient à raccourcir le temps et l'espace. L'allusion à un plissement hyperspatial de l'univers physique pourrait en être l'explication, parmi d'autres. Le mystère de la masse manquante de l'univers serait tout simplement dû à la présence d'un univers jumeau. Par quels moyens ces visiteurs se prémuniraient-ils des rayonnements cosmiques ? Grâce à l'énergie de l'antimatière appelée plus communément plasma, à la technologie des supraconducteurs très puissants ou un champ magnétique externe qui activé entourerait le vaisseau spatial. C'est cette magnétosphère artificielle qui pourrait aussi créer leur système de camouflage. Mais alors, si des extraterrestres nous rendent visite, s'ils nous observent, pourquoi n'interagiraient-ils pas sur notre humanité, dans son ensemble ? Cela n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. De qui devrait-il s'occuper, en priorité ? Notre humanité est particulièrement divisée, en pays et en zones économiques, avec des valeurs structurelles très diversifiées. Il apparaît au contraire évident de considérer que l'assimilation de schémas organisationnels sociaux correspondent à des stades précis de l'évolution cérébrale de chaque espèce. Il ne nous viendrait pas à l'idée de démontrer à des primates qu'il leur serait possible de se déplacer dans des véhicules automobiles. Les structures agressives et compulsives héritées des ancêtres seraient aussi une entrave vers une attitude rationnelle qui permettrait aux humains de pouvoir progresser vers d'autres modèles d'organisation de la société dans son ensemble. La crypto-science est un moyen de recherche scientifique, utilisé au détriment de la connaissance collective. Ainsi manipulée, elle ne permet pas aux autres espèces d'acquérir le savoir auquel elles ont droit. Les observateurs extérieurs, que sont les extraterrestres, considéreraient, d'après certaines affirmations concernant leur analyse, que la société humaine serait trop dirigée par des irresponsables. Les communautés religieuses appliquant des moralités exclusivement en correspondance avec leurs intérêts personnels représenteraient un lourd handicap.
En ce qui concerne le système économique, il serait entre les mains de détenteurs de plein pouvoir dont la capacité de domination est maximale et essentielle. Il leur est, de ce simple fait, impossible de tenter d'interférer pour permettre à l'humanité de progresser vers une éthique moralisatrice. La domination sans restriction des groupes d'intérêt bloquerait tout espoir de modification dans l'organisation des humains. Pourtant, une simple restructuration des modèles éthiques actuels suffirait à élaborer une planification efficace pour le bien-être humain. Des techniques biogénétiques, à grande portée, pourraient réaliser les changements comportementaux indispensables. Une énergie utilisée. L'énergie, apparemment utilisée sur certains aéronefs, nécessaires à leur propulsion, serait obtenue par un générateur de protons. L'élément 115 créé est un quasi-cristal dont sera extraite la fameuse fusion froide. Il s'agit donc d'une alimentation électrique à haute fréquence tirée de ce fameux élément 115, appelé une impentium, qui se présenterait comme un cristal apériodique. Il se serait agi d'un générateur électromagnétique engendrant une extraordinaire poussée gravitationnelle créant un effet de distorsion du continuum espace-temps permettant de parvenir instantanément à destination. Le deuxième élément essentiel du Sportster est un ensemble de 3 guides d'ondes orientables situés dans le compartiment inférieur du vaisseau. Chaque guide d'onde comprend un empilement de 6 lentilles de focalisation électromagnétique permettant de faire converger un front d'onde à une distance quelconque du guide d'onde. Ces ondes électromagnétiques générées par le guide d'onde ne sont pas des ondes électromagnétiques classiques, mais des ondes scalaires. Ces fameuses ondes scalaires qui sont indispensables à l'antigravitation. Chaque guide d'onde, chaque empilement de lentilles sont orientables indépendamment ou en association, ce qui permet, de ce fait, d'orienter le vaisseau à volonté. La combinaison de ces deux systèmes, éléments 115 et guide d'onde, permet à l'engin de trouver son énergie et de se déplacer à volonté. Le générateur de Sportster crée tout d'abord entre les deux coques une pellicule uniforme d'ondes stationnaires qui annule la masse et l'inertie du vaisseau. Les 3 guides d'onde créent ensuite un ou plusieurs axes de poussée assurant la propulsion et l'orientation du vaisseau. Le système de propulsion du Sportster a quelques inconvénients lorsqu'il est en mode répulsif et non en champ de torsion. À basse altitude, il ne fonctionne qu'à proximité de la planète, est instable à basse vitesse et est sensible aux conditions météo. C'est d'ailleurs pour atténuer cette instabilité que le Sportster tourne sur lui-même à environ 3 tours par seconde lorsqu'il vole à très basse vitesse. Pour voler à vitesse supraluminique, le Sportster fait converger ses 3 guides d'onde vers un point distant afin d'effectuer un bond instantané vers ce point en créant un champ de torsion. Le vaisseau, en vitesse supraluminique, soit supérieure à la vitesse de la lumière, ne peut se déplacer que par petits bonds successifs pour ne pas entrer en collision avec un objet, un obstacle quelconque de plus grande taille que la soucoupe. Au moment où il fait converger ces 3 guides d'onde en un seul point, comme 3 spots de lumière convergeant vers une seule cible, et passe en vitesse supraluminique, l'engin devient transparent, presque invisible. L'évolution humaine repose essentiellement sur la science et sur la technologie. Or, personne n'est actuellement capable de comprendre quelles devront en être les conséquences. La puissance alliée à l'ignorance représente la plus grande responsabilité des dirigeants. Des programmes de défense terrestre. À cause de ce qui aurait été considéré comme des menaces extraterrestres par des dirigeants russes, en 1982, des programmes de défense spatiale particulièrement élaborés auraient été coordonnés avec les États-Unis. Une flotte spatiale secrète, composée d'immenses vaisseaux, peut-être 8, pouvant contenir plusieurs centaines de personnes et qui seraient escortées par de plus petits véhicules éclaireurs et d'intervention, peut-être 43, qui sont dotés de 4 à 5 membres d'équipage. Ils auraient pour mission une mise sous contrôle de l'espace planétaire. Le TR-3B serait, quant à lui, un appareil expérimental capable de se rendre invisible par la mise en courbure de la lumière. Il serait aussi susceptible de se rendre invisible aux écrans radars. Ces appareils auraient jusqu'à 180 mètres de côté.
Leur système de propulsion, appelé « destructeur de champ magnétique », engendrerait une baisse du champ gravitationnel, qui signifierait que la force d'accélération diminuerait, par ce fait, de 89%. En conséquence, les pilotes à bord ne percevraient qu'une petite partie, très supportable, des accélérations accomplies. Le Northrop TR-3 à Black Manta est réputé être un avion espion secret de l'United States Air Force qui aurait été conçu dans les années 1980. S'agirait-il là de programmes d'armement ultra sophistiqués? Le MUFON américain aurait récupéré plusieurs dizaines de milliers de dossiers, plus sensibles les uns que les autres, qu'il s'efforce de distiller auprès du grand public. S'agirait-il d'une toute nouvelle méthode de sensibilisation sur le dossier particulièrement controversé des ovnis et de leurs occupants? Le droit à la vérité ne serait-il qu'une fiction? Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies aurait stipulé un droit de reconnaissance progressive, tant dans les instruments internationaux que dans les législations nationales, au droit à la vérité. Le Premier ministre russe, ancien président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, déclarait, au cours d'une émission télévisée: avec la valise nucléaire, le nouveau président reçoit un dossier top secret, entièrement consacré aux étrangers extraterrestres, qui visitent notre planète. Des rapports sont fournis par le service spécial ultra secret, qui gère le contrôle de ces étrangers dans notre pays et qui s'occupe d'eux. Après le mandat présidentiel, ces dossiers et la valise nucléaire sont transférés au nouveau président. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées si vous regardez le film documentaire « Les hommes en noir ». À micro fermé, il aurait déclaré: ces étrangers à notre planète vivent sur la Terre? Je ne peux préciser combien d'entre eux sont parmi nous en ce moment. Cela provoquerait la panique. François Clairvoy, polytechnicien, détaché par la DGA au Centre national d'études spatiales en 1983, puis à l'Agence spatiale européenne en 1992, aurait déclaré: il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés. Donc ça n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, ces phénomènes sont prouvés. Ces phénomènes sont non identifiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune explication connue, en aéronautique, en spatial, en matériaux, en capacité d'évolution, en vitesse, en taux de virage, etc. Il est un des rares astronautes ayant à son actif 3 missions à bord de la navette spatiale en 1994, 1997 et 1999 et notamment pour réparer le télescope spatial Hubble. Le droit à la vérité serait un droit individuel dont les victimes et leurs familles seraient les titulaires. Il aurait aussi une dimension collective et sociétale. Un rapport, OVNI Rockefeller, aurait été présenté à de nombreuses personnes influentes dans les domaines politiques et économiques à un niveau international, dans le but d'une opération de sensibilisation. Le briefing document. Au cours des années 90, le milliardaire Lawrence S. Rockefeller, 1910 à 2004, avait été le mécène de divers programmes en relation avec les ovnis. C'est ce qu'on a par la suite appelé l'initiative Rockefeller. Il ne s'agissait pas seulement d'un simple financement, car Rockefeller s'était investi personnellement, avec son avocat Henry Diamond, pour tenter de mettre la pression sur Bill Clinton du temps où il occupait la Maison-Blanche. J'ai financé ce rapport parce qu'il me semblait utile de rassembler les meilleures preuves sur les manifestations OVNI, sous forme de témoignages individuels, de déclarations officielles et d'approches scientifiques. Lawrence Rockefeller accepte de financer un projet pour l'UFORC, un rapport spécial sur les OVNI tiré à 1000 exemplaires et destiné aux grands leaders mondiaux. Bien que je n'approuve pas nécessairement tous les éléments ou les conclusions présentées, je pense que les preuves qui sont apportées justifient que ce sujet soit examiné scientifiquement de manière rigoureuse. Dans ce but, je souhaite que notre gouvernement, ainsi que d'autres gouvernements, et les Nations Unies, puissent coopérer afin que toute information dont ils disposent soit rendue publique. Ce courrier aurait été adressé à un président des États-Unis d'Amérique. Un embargo total a été créé depuis les USA, notamment par un général américain,
pour cacher la vérité sur l'existence des extraterrestres, avec la complicité de la France notamment, allié symbolique des USA. Stephen Bassey indique que cet embargo a été fragilisé juste après la guerre froide, lorsque de nombreux témoins d'OVNI ont commencé à parler. Et à la suite de 2 conférences de presse du National Press Club, en 2001 et 2007, d'autres nations ont commencé à s'impatienter. Le premier pays à avoir commencé à se dégager de cette politique américaine d'embargo fut la France. À partir de ce moment, beaucoup de pays ont commencé à dévoiler leurs vidéos, leurs photos et les témoignages sur les ovnis. Au Canada, au Mexique, en Uruguay, au Brésil, etc. Le gouvernement des USA continuait à conserver le silence ou à nier les faits. Le milliardaire Lawrence Rockefeller qui s'intéressait aux ovnis a utilisé cette initiative pour demander une divulgation au président américain Bill Clinton. Il a été voir Bill Clinton et d'autres personnalités de la Maison-Blanche pour leur demander d'apporter leur soutien pour la divulgation du rapport. Lawrence Rockefeller était fort impliqué sur les ovnis, notamment en finançant des études médicales sur l'enlèvement d'humains, par exemple. Lawrence Rockefeller souhaitait même publier des annonces dans la presse pour accélérer le processus de divulgation auprès de la présidence des USA. On l'aurait dissuadé de le faire. Lawrence Rockefeller a informé de nombreux sénateurs et ministres américains de son initiative. Certains ont été fort intéressés, notamment le vice-président Al Gore et Leon Panetta, chef de cabinet de Bill Clinton à l'époque, puis directeur général de la CIA sous Obama. Mais grâce à l'application d'une loi sur la liberté d'information, Grant Cameron, un ufologue américain, a réussi à obtenir beaucoup de documents confidentiels. Après son décès, Lawrence Rockefeller a légué 1 millier de documents disponibles. Ils seraient accessibles actuellement en totalité sur le site de Stephen Bassey, le Paradigm Research Group, fondé en 1996. Avant l'élection de Bush, un certain John Podesta a fait 2 discours pour tenter d'ouvrir la divulgation sur les ovnis entre 2002 et octobre 2003. Il a reçu 25 millions de dollars provenant de George Soros pour créer le Center for American Progress, une organisation apolitique dédiée à la promotion d'une forte, juste et libre Amérique qui assure la chance pour tous. Son siège étant à Washington, D.C. Cet institut a contribué à guider la transition de Ronald Reagan en 1981 vers un projet pour une ouverture à la divulgation des documents. Des centaines de millions de dollars ont été injectés par Soros dans le monde pour l'ouverture de nombreux projets vers des gouvernements transparents dans le monde sur le sujet des ovnis. Quelques divulgations. À partir de 2007, beaucoup de révélations d'ovnis sortirent de terre dans tous les pays. Notamment, un militaire britannique du nom de Torres, dont sa hiérarchie lui avait donné l'ordre en 1957 d'abattre un ovni, qui d'après lui, avait la taille d'un porte-avions. Il n'a pu le faire, l'ovni ayant disparu avec une vitesse de 2500 miles à l'heure. Il a témoigné de cet acte lors d'une interview en octobre 2008 qui a provoqué immédiatement un impact foudroyant auprès des médias. En juillet 2009, la marine russe dévoile des documents sur des ovnis sous-marins. Obama décide d'ouvrir le dossier sur les secrets d'État. Mais délicatement, sans trop d'efficacité. Au cours d'un diaporama, Stephen Bassey donne le détail de la liste des présidents qui ont été informés sur les ovnis. Tous les présidents, depuis Harry Truman, en auraient été informés. Il indique que les responsables des services de renseignement, CIA, militaires, etc., contrôlent l'aspect préoccupant de la sécurité des États-Unis. La divulgation n'était pas une petite affaire pour eux. Ils étaient soucieux qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité du pays. Stephen Bassey indique que Clinton et Bush Jr. n'étaient franchement pas appropriés pour la divulgation du sujet des ovnis. Lors de son élection, Obama nomma John Podesta, sur une initiative de Rockefeller, et Hillary Clinton, informée elle aussi sur la divulgation des sujets ovnis par la Rockefeller Initiative, et Robert Gates. Ainsi que Denis Blair, directeur du renseignement national, ancien assistant de Bill Clinton.
Celui-ci indiqua que si Obama ne faisait pas la divulgation rapidement, d'autres pays comme la Chine, la Russie ou la France le feraient. Obama nomma Hillary Clinton et l'actuel directeur de la CIA ainsi que d'autres personnalités dans son gouvernement. Ils connaissent tout sur le sujet des ET. Ils en ont été informés par l'initiative Rockefeller. Ce n'était pas seulement dû au fait qu'il appartenait à la CFR du groupe Bilderberg et aussi d'autres organismes, comme le souligne Alex Jones dans son film Endgame. C'est apparemment plus subtil que cela. Un autre article stupéfiant qui implique l'OMS portant sur des complots et rencontres secrètes qui auraient eu lieu en 2009 sur une île des USA avec des aliens reptiliens. Des sources indépendantes auraient demandé un face-à-face entre des responsables militaires américains et des ethnies extraterrestres. Les sources révèlent que de hauts officiers de la marine des États-Unis auraient joué un rôle de premier plan dans un groupe d'interservices de travail chargé de ces réunions. Différents groupes d'extraterrestres s'y seraient impliqués. Une autre source affirme que le contact extraterrestre comprend des groupes connus comme celui des reptiliens, et d'autres, encore plus surprenants, parce que structurés à base de silicium et d'une forme de vie baptisée conformaire. Une autre source, très différente, affirme que des extraterrestres appelés Abrams du système Reticuli de l'étoile Zeta et qui seraient connus plus familièrement comme étant les gris. Une quatrième source affirme que de hauts responsables chercheraient des extraterrestres qui représenteraient une association d'étoiles-nations permettant d'assurer une liaison avec de hauts responsables militaires. Une autre source, encore, affirme avoir participé à des face-à-face entre des officiers de l'US Navy, qui au cours de février 2008, auraient révélé l'existence d'une série confidentielle de réunions à l'ONU où le sujet des ovnis et celui de la vie extraterrestre y auraient été discutés. En juin 2008, cette source, fut affectée à un autre projet qui comprenait des rencontres directes avec deux groupes d'extraterrestres pour un projet secret. Il aurait eu l'opportunité de monter à bord de leur vaisseau spatial, à 3 occasions différentes. Un groupe serait une espèce de reptilien prospectif, et un autre à base de silicium serait une forme de vie qu'il surnommait le Canformus. Un certain nombre d'autres chercheurs auraient rencontré et interviewé une autre source, qui aurait précisé qu'il s'agissait d'un officier de l'US Navy. Récemment, 2 enquêteurs sur les ovnis, basés à New York, ont donné 3 heures d'entrevue concernant l'implication de la source, dans un projet concernant des secrets en rapport avec la vie extraterrestre. Ils auraient révélé qu'un service secret du groupe de travail aurait tenté d'informer le président Obama à propos du projet de liaison avec des extraterrestres. Une source anonyme associée à la Defense Intelligence Agency a récemment affirmé que le 12 novembre 2009, l'armée a rencontré des extraterrestres sur l'atoll Echo des îles Johnston, appelé Abrams, provenant du système Reticula de l'étoile Zeta. La séance présumée faisait partie d'un ensemble continu de discussions diplomatiques et d'échanges qui daterait déjà depuis plusieurs décennies. Cette information a été le dernier épisode lié à un projet, présumé classé, appelé Serpo. Ce programme d'échange secret aurait eu lieu avec des visiteurs extraterrestres provenant de Zeta Reticula. Des rapports anonymes seraient publiés, les Abrams auraient été réunis à Echo Island avec des représentants des États-Unis, des Nations Unies, de la Russie, de la Chine, du Vatican et de quelques autres invités. Les représentants américains seraient 5 militaires, 2 officiers du renseignement, un linguiste et une personne représentant l'administration Obama. Les îles Johnston sont un territoire américain situé à 750 miles au sud-ouest d'Honolulu. Les îles sont directement sous l'autorité militaire du commandement du Pacifique qui a toujours été dirigé par l'US Navy. Bien que le dernier communiqué du projet Serpo n'identifie pas le service des 5 militaires lors de la réunion alléguée, le choix de l'atoll de Johnston suggère un rôle de premier plan pour les fonctionnaires de l'US Navy dans ce dernier face-à-face. L'histoire Serpo soulève une controverse considérable avec de nombreuses incohérences dans les revendications des sources d'information du Serpo. Néanmoins, il existe de nombreux événements qui ont révélé l'histoire Serpo.
Il est très probable qu'elle dévoile avec précision l'existence de réunions militaires secrètes avec des extraterrestres. Le rôle implicite de l'US Navy avec cette rencontre présumée sur l'atoll Echo est compatible avec les révélations de la source A. La troisième et dernière source anonyme a également révélé un face-à-face entre des responsables militaires américains et des représentants de civilisations extraterrestres. Encore une fois, les officiers de la marine américaine sont décrits comme jouant un rôle actif, et sont profondément impliqués dans une non-divulgation de l'existence des vies extraterrestres. Ce qui distingue cette série présumée de réunions militaires avec des extraterrestres, c'est que selon les sources, les réunions ont été convoquées en raison de la méfiance sur la manière dont un groupe secret contrôlerait tout, internationalement. Le président de la commission Condon n'imaginait pas ce qu'il allait découvrir au moment de sa prise de fonction, Kennedy ayant eu la fin que l'on sait, Lyndon Johnson devint président sans être élu. C'est Jacques Bergier, qui fut, entre autres, membre de l'OSS et resta toute sa vie en contact avec les services, qui nous le révèle dans son ouvrage « La grande conspiration russo-américaine ». Ce livre fut écrit en 1977, donc avant la découverte des documents du MJ-12 par William Moore. Un groupe, initialement appelé MJ-12, Majestic 12 provient de la contraction de « Magic Only », signifiant top secret, chargé de gérer l'information et la technologie concernant la vie extraterrestre. Les divers représentants militaires sont apparemment très choqués par le degré auquel MJ-12 aurait manipulé la supervision et la gestion des affaires extraterrestres. En conclusion, le mécontentement très réel dans l'armée américaine, surtout des officiers de la marine, sur la manière dont les affaires extraterrestres ont été secrètement dirigées et gérées par un groupe transnational secret initialement connu sous ce nom de MJ-12. L'insatisfaction semble remonter à un incident impliquant un vice-amiral, siégeant en tant que chef du renseignement de l'état-major interarmé, dont il aurait été refusé l'accès à un projet extraterrestre. L'incident a été révélé publiquement en juin 2008 dans le « Larry King Live » par l'ancien astronaute d'Apollo, Edgar Mitchell. Depuis au moins 1997, des groupes d'officiers de la marine américaine, par le biais des services secrets clandestins et de groupes de travail auraient tenté de rétablir d'autres militaires, pour la supervision du gouvernement, sur les affaires extraterrestres. Compte tenu de 3 sources indépendantes révélant ces réunions, dont 2 auraient été personnellement confirmées par l'auteur, il peut être conclu que les extraterrestres sont en liaison avec des militaires et sont encore actuellement en cours. Des officiers retraités de 2 niveaux militaires qui composent le département de la marine, l'US Navy et l'US Marine Corps, figuraient en bonne place dans l'administration Obama. Il s'agit notamment de Denny Blair, directeur du renseignement national, amiral USN, James Jones, du National Security Advisor, à la retraite USMC, et Charles Bolden, administrateur de la NASA, à la retraite USMC. Par conséquent, un programme de liaison militaire des États-Unis avec des extraterrestres, pouvant être divulgué au public par des officiers de la marine américaine, à partir d'un groupe de travail des services secrets, aurait encouragé l'administration Obama à aller de l'avant avec une annonce publique sur la réalité de la vie extraterrestre. Et, justement, en janvier 2010, le monde de l'ufologie, plus ou moins officiel, s'attendait à des révélations cruciales de l'administration Obama à propos de contacts extraterrestres. Selon de nombreux spécialistes, Barack Obama, tout juste auréolé du prix Nobel de la paix, aurait alors acquis la légitimité pour annoncer ce que beaucoup de personnes savaient déjà. Il faut bien constater que l'annonce imminente se fait encore attendre. Peut-être les aliens se sont-ils perdus en chemin, ce qui prouverait qu'à tout le moins, ils n'ont pas encore inventé le GPS. Et ça, finalement, c'est plutôt bon, pour l'orgueil des humains. La connaissance des religieux. C'est depuis plusieurs siècles déjà que le Vatican saurait qu'il existait des formes de vie ailleurs dans l'univers. Mais il savait aussi que des entités extrêmement intelligentes circuleraient à travers le cosmos.
Ils ont, bien évidemment, évalué que des conséquences particulièrement déroutantes provoqueraient des déséquilibres sociologiques tellement lourds de conséquences que les responsables religieux ont préféré installer une politique de dénigrement et de dissimulation de la vérité. Son attitude actuelle pourrait envisager de reconnaître des faits qui auraient été portés à la connaissance des plus hautes instances religieuses catholiques. Ils auraient, en leur possession, ce qu'ils considèrent comme des preuves intangibles de la réalité des extraterrestres. Un très grand nombre de dossiers, classés secrets jusqu'à présent, seraient maintenant déclassifiés et portés à la connaissance d'un public intéressé. L'oligarchie dirigeante s'est toujours opposée à la révélation de la vérité sur des modèles de vie ayant acquis des niveaux de connaissances supérieurs et des technologies aberrantes pour nous, dans l'univers. Cependant, des liens entre la Cité du Vatican et des entités extérieures à notre planète pourraient avoir été concrétisés. L'Église catholique a pourtant, au cours de son histoire, été particulièrement véhémente envers tous les scientifiques de l'époque qui osaient contredire ses dogmes religieux par des affirmations contraires aux intérêts de la chrétienté. Après les découvertes astronomiques de Nicolas Copernic et de Galileo Galilei, le philosophe Giordano Bruno ose prétendre que les planètes qui nous entourent sont habitées. Considéré coupable d'hérésie par l'Église, il finira sa vie sur le bûcher. Toute cette agitation du XVIe siècle était contraire à la réalisation de la vie par Dieu. L'Église aurait 1,2 milliard d'adeptes dans le monde. Il s'agit d'un très grand réseau de recueil d'informations concernant tous les phénomènes inexpliqués pouvant se réaliser sur la planète. La Cité du Vatican possède une citadelle qui est le palais pontifical, Castel Gondolfo, et la villégiature des papes. Il disposerait des télescopes de dernière génération. Les astronomes de l'Église auraient la possibilité d'accéder aux télescopes spatiaux. Particulièrement bien informés de tous les sujets concernant des contacts avec des intelligences extérieures, les responsables de l'Église catholique seraient d'abord prêts à reconnaître que des vies auraient pu se développer partout dans l'univers, mais aussi que des intelligences supérieures aux nôtres auraient pu y émerger. C'est une avancée considérable, par rapport aux autres systèmes religieux qui ne donnent aucune information à ce sujet. La divergence pourrait provenir de l'énorme quantité de livres entreposés dans les 80 km d'étagères situées dans les sous-sols du Vatican. Leur accès y est particulièrement réglementé et n'y accède pas qui veut. Malgré l'insistance de Jimmy Carter, alors 39e président des États-Unis, et qui avait promis de révéler la réalité des extraterrestres, l'Église catholique a refusé, par 2 fois, l'accès à ces archives secrètes. Pourquoi ? Il semblerait que le Vatican posséderait des pièces à conviction sur sa rencontre avec des entités venues d'ailleurs. Comment tous les responsables religieux pourront-ils accréditer une divulgation des informations de l'Église catholique sur la réalité des vies multiples au travers des galaxies ? Mais il s'agit aussi d'un problème éthique, sur la gestion des conflits, qui se posera à tous les gouvernants et en particulier à l'élite mondiale qui ne veut pas entendre parler des extraterrestres. C'est peut-être là, la chance qu'entrevoit l'Église catholique de rétablir sa suprématie religieuse en Occident, face aux autres espaces religieux qui cherchent à lui contester ses compétences et dont certaines y seraient déjà parvenues, et tout particulièrement la montée des extrémismes religieux qui menacent les équilibres démocratiques. Elle deviendrait alors la première religion ayant accepté la pluralité des existences cosmiques comme volonté de Dieu. Vers des univers variés, différents univers existeraient et représenteraient des habitats propres, avec leurs dimensions spécifiques. Notre univers physique serait lui aussi extrêmement fourni en zones habitées. Notre seule galaxie, composée de centaines de milliards de systèmes planétaires, représenterait à elle seule un foisonnement extravagant de civilisations. Certaines de ces civilisations seraient comparables aux nôtres. Il y en aurait qui seraient en retard par rapport à notre longévité sur notre planète. Cependant que d'autres civilisations seraient bien plus en avance, et ce, de plusieurs millénaires. Quelques-unes des sociétés organisées auraient des aspects humanoïdes, et des autres auraient des apparences assez déconcertantes pour nous. Or, l'univers physique serait constitué de plusieurs milliards de galaxies dont la plupart seraient bien plus volumineuses que la nôtre.
Des civilisations, bien que d'apparence humaine, seraient constituées d'une biologie complètement étrangère à la nôtre. Pourtant, certaines sociétés humanoïdes seraient d'une ressemblance complètement identique, au point de pouvoir se confondre avec nous, si elles se trouvaient parmi nous. Toutefois, il faut convenir que le plus grand secret reste la règle, sur notre planète, concernant ces vies diversifiées extraterrestres. Tous les gouvernants s'emploient, officiellement, afin d'ignorer cette réalité. Pendant que tous les moyens officiels d'information s'efforcent de ridiculiser toutes les personnes de bon sens, cherchant à rendre compte de leurs investigations dans ce domaine. Il convient évidemment de reconnaître qu'il serait bien malaisé d'admettre que des vaisseaux extérieurs à notre planète circuleraient en toute quiétude dans le ciel de tous les pays de notre Terre, sans avoir à répondre aux exigences d'identification aérienne. Ignorer ces présences est la solution la plus facile, puisque de toutes les façons aucun pays n'est en mesure de prendre quelque moyen coercitif que ce soit, pour les en dissuader. La politique de « l'autruche » semble avoir été adoptée par tous et partout. C'est évidemment très regrettable d'un point de vue scientifique. Et cela sera encore beaucoup plus regrettable lorsqu'il faudra bien, un jour, admettre cette réalité. Notre niveau technologique leur serait de très loin inférieur, quoique, depuis plusieurs décennies, la technologie humaine ait fait un bond de géant, d'ailleurs comparable à certaines grandes civilisations du passé. Les explications officielles, concernant ces sociétés passées, apparaissent bien obscures, lorsqu'on cherche à les comprendre. Les explications données sont bien peu convaincantes au regard de leurs archives. Y aurait-il eu des implications, extérieures, auparavant et aussi maintenant? Y aurait-il seulement des voyageurs intéressés par la visite de notre planète? Ou feraient-ils des excursions à partir de leur tour opérateur? Le mensonge par omission de nos responsables, économiques, religieux, politiques et sociologiques, serait peut-être simplement une prise de conscience sur les risques encourus, à leur encontre, à devoir dévoiler la vérité aux populations. Il nous faut bien admettre que la moralité globale sur notre Terre serait particulièrement déficiente, si nous cherchions à nous référer à de tels visiteurs aussi discrets. Il conviendrait, sans doute, d'abord de nécessairement préparer les populations à l'existence des civilisations de l'espace. Et puis, depuis plus de 70 ans de mensonges, il serait bien difficile à nos représentants de pouvoir expliquer une telle cupidité. Et pourtant, il faudra peut-être bien y parvenir. Le plus simple, pour être préparé à ces existences, serait tout simplement de chercher à démontrer leur inexistence. Toutes les personnes qui se sont attelées à cette tâche, moi y compris, ont été contraintes de devoir admettre leurs erreurs de jugement du départ. Bien évidemment, pour ce faire, il convient d'être pragmatique et d'un esprit ouvert. Toutes les personnes se requérant d'un dogmatisme religieux ne peuvent pas admettre cette réalité. Mais il en va de même pour tous les dogmatiques, qu'ils soient politiques, économiques ou scientifiques. Pouvoir laisser de côté tous ces formalismes enseignés et qui ont inculqué leurs valeurs arbitraires n'est pas aussi facile. Des entités chercheraient-elles aussi à nous faire progresser, par certains apports technologiques, vers un avenir plus moralisant. Tout effort de spiritualisation, extérieur au dogme énoncé, n'est pas acceptable, pour ceux-là même, qui recherchent en permanence et par tous les moyens, à déclencher des conflits armés sur la Terre. Tous les dogmatiques préfèrent l'obscurantisme à l'ouverture d'esprit afin de pouvoir maintenir leur prédominance sur les populations. Le bourrage de crâne est si permanent, dans tellement de domaines, qu'il apparaît bien vain de chercher à s'y soustraire. Après des études approfondies, il devient évident que les systèmes religieux auraient leur cause, dans la venue des extraterrestres alors déifiés. Une grande spiritualité, de certains de ces visiteurs, pourrait toutefois se trouver en opposition avec nos propres dogmes, dont le niveau de moralité serait particulièrement déficient. La violence et la haine sont souvent les bases de notre société. La terreur et la peur sont à tous les échelons de notre organisation sociale. Des techniques de contrôle des populations sont très efficaces, par l'utilisation de tous les moyens possibles, dont les gouvernants de l'ombre disposent.
Les manipulations sont extrêmement diversifiées et convaincantes. Le libre arbitre en est particulièrement affecté. Toutes les planètes seraient susceptibles d'être habitées. Ces zones d'habitabilité diversifiées pourraient correspondre à des exigences particulières pour chaque entité, mais aussi pour chaque niveau de spiritualité et de conscience. La nécessité d'apprendre et de connaître semblerait être la règle fondamentale des univers. Chaque planète, de chaque univers, serait alors susceptible de correspondre à une possibilité particulière d'évolution. Différents niveaux de progression y seraient ainsi accessibles. Ce que l'humanité désigne sous le terme de « Dieu » ressemblerait plus à une source énergétique de référence qu'à un « être » décideur de tout. Des niveaux de fréquence ou de vibration seraient diversifiés et accessibles aux êtres correspondant à ces niveaux. Les niveaux de la spiritualité ne seraient connus que par ceux qui correspondraient à des hauts niveaux. Chaque planète détiendrait un niveau de spiritualité possible pour l'organisation spirituelle de chaque espèce évolutive. La spiritualité correspondrait à divers niveaux évolutifs. Elle correspondrait également à des niveaux de prise de conscience sur les états physiques, physiologiques et psychiques de chacun. La vie physique correspondrait à une nécessité d'évolution. L'absorption de substances nocives à la santé représenterait, par contre, une inconscience à la nécessité de sauvegarde des différents niveaux évolutifs individuels. Les diverses pollutions, subies ou délibérées seraient autant d'entraves à un parfait processus évolutif. Tous les processus négatifs, y compris les formes de pensée, sont des entraves à un équilibre globalisé individuel et collectif. Les formes de pensée représentent des modèles énergétiques qui ont une influence dans tous les domaines et dans toutes les directions. Chaque planète répercuterait tous les modèles d'influence. Il semblerait indispensable de partir du principe que tout, dans notre univers physique, serait interconnecté. D'après ce principe, toute influence positive serait constructive pour chaque unité, mais aussi pour tous les ensembles. Cultiver la cordialité plutôt que la haine serait beaucoup plus productive. Prendre conscience des effets néfastes et expliquer leurs effets le serait également. Éveiller sa conscience et celle des autres procède du même processus positif. Dénoncer les actions néfastes serait, par voie de conséquence, une obligation à l'éveil des consciences. Les expériences successives permettraient d'aboutir à un niveau supérieur de sagesse. Plus les actions sont positivées et moins les forces négatives ont d'emprise. Si des éléments négatifs cherchent à entraver chaque action positive, c'est que cette action est primordiale à l'aboutissement de la conscience. Chaque énergie positive dégagée a son importance. A contrario, les pensées négatives accroissent le désordre en l'approvisionnant. Toutes les formes de chaos ne sont que l'expression des inactions positivées. Les dogmes établis sont autant de mensonges servant à l'esclavage des masses pour le seul profit des oligarques qui agiraient dans l'opacité qu'ils ont créée. La connaissance, pour l'épanouissement de chacun, doit être accessible à tous, sans entrave. Chaque planète pourrait n'être qu'un réceptacle utile à la plénitude. Chacun doit être en mesure d'adapter son comportement en fonction de ses propres exigences, dès l'instant où ces exigences sont en conformité avec des actions positives et utiles à l'ensemble des consciences. La complaisance est bien plus favorable que la dénégation. Toutes les planètes passeraient par un processus de transformation, pour y augmenter sa fréquence. Il s'agirait tout simplement d'un moyen, naturel, de l'évolution. L'univers, dans son entier, aurait également la nécessité d'évoluer. Plus la fréquence de notre planète augmente et plus le processus évolutif de chacun s'accroît. Il s'agit bien évidemment d'une force spirituelle qui n'est pas à confondre avec les actions physiques, naturelles. L'énergie spirituelle qui est en œuvre à tous les niveaux permettrait de combattre les forces négatives qui se manifestent. Notre Terre ne serait pas qu'une simple géographie de continents et de pays s'affrontant en permanence selon une volonté destructrice de ses dirigeants. Les énergies basses, oligarchiques provoqueraient des troubles sur les masses humaines et ne pourraient être opposées que par des énergies hautes, opposées, émanant des populations en rébellion.
Seule l'énergie spirituelle du développement individuel serait donc en mesure d'apporter les bases nécessaires. Aucune dimension supérieure ne serait accessible tant qu'il y aurait des blocages psychologiques. Toute personne arrogante, haineuse et égocentrique ne peut capter les hautes énergies. Elle serait bannie provisoirement, en demeurant dans une incapacité évolutive jusqu'à une vie ultérieure portant sur de nouvelles expériences et expérimentations. Chacun aurait l'impérative nécessité de se débarrasser de ses précédents schémas négatifs pour pouvoir évoluer. Certaines entités seraient tellement éloignées de notre biologie, qu'elles ne correspondraient plus à nos niveaux d'exigence de notre propre habitabilité. Divers niveaux d'intelligence progresseraient sur différentes planètes au travers de notre galaxie, mais aussi à travers des autres galaxies de l'univers physique, et peut-être même, aussi à travers d'autres niveaux d'univers qui nous seraient inconnus. Notre Terre serait continuellement visitée par des entités extrêmement diversifiées. Ces visites iraient en s'amplifiant. Les concepts de démocratie et de droits de l'homme leur apparaîtraient en totale contradiction avec nos armements et nos guerres continuelles. L'état de santé de notre planète les inquiéterait autant que notre avenir. Une réponse la plus rationnelle possible serait envisagée au regard de nos turpitudes, eu égard à nos nouvelles ouvertures vers d'autres schémas permis par la vie. Des témoignages très surprenants seraient d'un très grand intérêt pour la sauvegarde de notre avenir. Plusieurs personnes sembleraient avoir été contactées par ces entités dans le but d'obtenir des informations les plus précises possibles sur nos modèles sociaux. De nombreuses de ces personnes auraient étrangement disparu pour ne réapparaître que quelques années plus tard, et ce, à plusieurs reprises. Diverses personnes auraient ainsi été enlevées pour être transportées sur d'autres planètes ou d'autres zones d'habitabilité. Ces personnes, placées dans des habitacles indépendants au cours de leur déplacement, seraient enveloppées d'une sorte de gélatine, à l'intérieur d'appareils, et en état léthargique. Elles n'auraient pas eu conscience du temps passé dans ces conditions. Elles auraient ensuite été transférées dans une zone d'habitabilité réservée, leur permettant de rencontrer d'autres personnes de leur pays, déjà installées là. Elles se seraient retrouvées également entourées de petites entités très attentionnées à leur égard. Les terriens, déjà présents, étaient chargés d'expliquer le fonctionnement du nouvel environnement auquel ces nouveaux venus étaient confrontés. Des zones énergétiques étaient disposées pour pouvoir accéder à des savoirs supérieurs et inconnus des néophytes. Des instructeurs étaient également à disposition pour pouvoir répondre aux questions de ces nouveaux voyageurs déconcertés par cet environnement. Les locaux des extraterrestres ne seraient pas accessibles à cause des particularités de vie ne correspondant pas aux terriens. Les entités d'instructeurs pourraient se déplacer dans les zones réservées aux terriens, dans des conditions adaptées. Certaines entités n'auraient pas besoin de respirer ni de manger. L'énergie dont ils auraient besoin leur serait fournie par une zone énergétique spécifique. Certaines seraient dépourvues d'organes sexuels. Leurs apparences seraient très diverses. Les niveaux de connaissances prodigués aux terriens seraient difficiles à expliquer. Un cerveau central était à leur disposition pour les instruire. La particularité de ces enlèvements serait de conditionner les nouveaux venus terrestres à exercer ensuite des contacts, une fois revenus sur leur planète, pour pouvoir y divulguer l'enseignement qu'ils auraient reçu. La globalité de l'univers physique est exclusivement composée d'informations. L'information serait orientée d'une façon aléatoire pour chaque planète. Cette information centrale aurait pour rôle de contrôler le vivant et de l'orienter. Cette information ferait exister le cosmos d'une façon éternelle et cyclique. L'énergie et la matière en expansion s'y confondraient. Chacun d'entre nous ne serait qu'une énergie-matière résultant de l'information du cosmos. Un cycle éternel de compression-expansion régirait le physique à partir de l'information. Chaque cycle de vie de chaque étoile provoquerait une fin provisoire des modèles de vie se trouvant dans les systèmes planétaires qui les accompagnent. Les entités, ayant connu l'arrêt de leur système solaire, se seraient donné pour mission de changer les codes d'information par la connaissance.
Aussi aurait-elle décidé d'améliorer la vie dans le cosmos, à l'aide d'une méthode rationnelle et logique par la connaissance et la recherche permanente. Ils interviendraient aussi dans le processus global de l'information régissant le cosmos. Des espaces de vie de certaines entités seraient également situés dans notre système solaire. Leur vaisseau serait constitué d'une énergie matière pure, où ils se seraient réfugiés, après que leur planète ait cessé d'exister. Certaines de ces entités considéreraient ne pas devoir se faire identifier. Des terriens d'origine vivraient en permanence avec elles. Un grand nombre de ces terriens seraient en cours de mutation en adoptant une nouvelle morphologie. Il n'apparaît pas rationnel, à des entités, de devoir intervenir sur l'évolution des planètes ni de ses occupants. Des contacts s'opéreraient avec d'autres entités, mais pas de façon systématique. De nombreux extraterrestres n'effectueraient que des passages d'observation et de collecte de renseignements. La nourriture de chaque habitant des diverses planètes serait réalisée dans les vaisseaux de ces entités supérieures externes, et serait reproduite à partir des aliments naturels rapportés et mis à leur disposition, par la transmission de ces modèles d'information. Le foisonnement des modèles exponentiels du développement de la vie sur notre planète intriguerait certaines entités ne comprenant pas les raisons ni l'utilité d'une telle biodiversité. Ils en connaîtraient le processus d'élaboration, mais pas les raisons de ces informations, apparemment spécifiques à notre planète. Parce que certaines entités seraient totalement dépourvues d'émotions, elles seraient intriguées par nos modèles émotionnels particuliers. Leur rationalité les empêcherait de s'intéresser à l'avenir des autres habitants des planètes visitées, mais ces visiteurs seraient très intéressés à la compréhension des divers modèles du fonctionnement mental des espèces rencontrées. La plupart des planètes ne connaîtraient pas nos diversités de sociétés comprenant des langages aussi distincts. Leur conception serait exclusivement rationnelle et logique, dans leur appréhension de la vie. Leur vie justement serait quasi immortalisée, pour tous ces voyageurs de l'espace. Il en serait de même pour les terriens consentants, établis dans ces nouveaux systèmes de vie. Les terriens ainsi capturés seraient conscients de l'extraordinaire exception qui leur serait donc offerte, en dehors des missions qui leur sont dédiées sur la Terre. Ils ne manifesteraient aucune intention pour un retour définitif sur leur planète. À l'intérieur de ces immenses vaisseaux du cosmos, il existerait une rotation permettant une gravité approximativement équivalente à celle de la Terre. Une analyse permanente de chaque individu assurerait le transfert de l'énergie dont il a besoin. Les terriens seraient alimentés selon les modèles normaux de nourriture, liés à son espèce, mais aussi agrémentés de compléments énergétiques. Les interventions physiologiques seraient constantes pour la réparation ou les changements neuronaux et cellulaires correspondant à chaque espèce. Chacun, ayant accès à un cerveau central, peut y déposer une partie de ses informations personnelles pour désencombrer son propre cerveau, lui permettant ainsi d'accéder à d'autres niveaux de connaissance. Le cerveau central servirait de zone de stockage collective. Des allers-retours vers la Terre seraient effectués au cours de périodes définies. Des missions seraient organisées pour les terriens afin qu'ils puissent récolter des informations particulières dont les entités externes auraient besoin de connaître. Il aurait toutefois été indiqué aux terriens, en mission de renseignement, de ne rien révéler de leurs expériences avec des entités externes. Étudier semblerait être l'activité essentielle des terriens à bord des vaisseaux extraterrestres. Il leur faudrait connaître les secrets de l'univers et accéder à l'information initiale, avant la fin du cycle pour pouvoir acquérir l'immortalité. Les voyages au sein du cosmos permettraient la rencontre avec diverses entités ayant des moyens de recherche différents sur les réalités cosmiques. Les concepts seraient propres à chaque civilisation. Ces voyages se réaliseraient par une compression de l'espace-temps. Les distances constatées dans l'univers n'auraient plus de signification. Ce sujet, toujours tabou sur notre planète, correspond à une volonté concertée des gouvernants, des systèmes d'information et des scientifiques. La référence aux distances dans l'univers, invoquée par les scientifiques, n'étant qu'un prétexte. Un autre prétexte serait celui de ne pas affoler les populations. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et
Les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après